Retour sur le plateau du Talk de Paris avec cette semaine notre invité Chakib Khalil, le patron de l'OPEP, et avec bien sûr Raphaël Kahn de France 24. Monsieur le Président, vous êtes aussi ministre algérien de l'énergie et des mines. Le président Sarkozy vient de signer un accord de coopération avec le président Bouteflika sur le nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'un jour l'Algérie sera aussi en mesure de produire son énergie avec le nucléaire? Et c'est pour dans combien de temps, à votre avis, une centrale nucléaire en activité en Algérie? Oui, nous voulons diversifier nos sources d'énergie, donc cette décision a déjà été prise. Nous avons signé l'accord durant la visite de M. Fillon, donc la semaine dernière. Maintenant, nous travaillons sur une loi nucléaire qui doit passer au Parlement, donc incessamment. Et donc, une fois que la loi nucléaire est passée, nous aurons une agence de sûreté et de sécurité, plus alors une entité qui va donc faire la recherche, le développement, la production, l'énergie nucléaire. Donc, à partir de là, nous allons donc développer la possibilité de production nucléaire. Et bien sûr, pour générer du nucléaire, vous avez des délais qui sont requis pour l'achat des équipements, l'engineering et tout cela. Donc c'est l'horizon combien? C'est l'horizon de 10 à 20 ans. Maintenant, si vous commandez une unité nucléaire actuellement, ce n'est pas avant 10 ans, que 15 ans que vous allez avoir l'unité en fonctionnement. 2030. Oui, je pense. Mais entre-temps, nous travaillons aussi sur d'autres sources d'énergie, comme le solaire, par exemple. Nous sommes les premiers dans les concentrateurs solaires. Nous avons actuellement en construction une centrale de 150 MW, qui est une centrale hybride gaz-solaire et qui utilise une superficie de 150 hectares de miroirs paraboliques qui va concentrer l'énergie du soleil sur un fluide qui est porté à des températures très très élevées et qui génère donc de l'électricité avec des turbines à vapeur. Donc nous voulons aussi diversifier toutes nos sources avec l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque, mais nous comptons beaucoup sur les concentrateurs solaires. Raphaël Kahn. La diversification des ressources, ça pose la question de l'après-pétrole et de l'investissement des recettes pétrolières. Alors on parle de 80 milliards de dollars de recettes pétrolières pour l'Algérie pour l'année 2008. Ouais. Un certain nombre de pays, notamment les pays du Golfe, les Émirats, également la Norvège, de gros pays producteurs, dans le cadre, ont mis en place des fonds souverains dont le but est d'investir une partie de ces recettes pétrolières. On les a vus prendre notamment des participations très importantes dans des entreprises occidentales, également des banques américaines. Une partie du secteur financier américain, aujourd'hui, est passée dans les mains de ces fonds d'investissement. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas des idées, à vous l'Algérie, de mettre en place un fonds d'investissement pour gérer cette manne pétrolière ? Oui, en effet, ça semble être, disons, une option qui est valable, mais toutefois, l'Algérie n'est pas comme les pays du Golfe, donc nous avons des possibilités d'investissement au niveau de l'Algérie, donc extraordinaires. Nous avons donc un programme de 150 milliards de dollars d'investissement, donc nous pensons que nous allons avoir besoin de toutes ces ressources à l'intérieur du pays. Il est fort possible que dans 4 ans, 5 ans, on aurait peut-être des possibilité de création de fonds souverains pour peut-être des activités à l'extérieur de l'Algérie. D'ailleurs, Sonatrach elle-même a commencé à le faire avec EDP Électricité du Portugal. Nous avons acquis des participations, nous sommes actifs aussi en Amérique latine, etc. Mais c'est une idée à laquelle il faut bien réfléchir parce qu'il faut avoir les moyens et les ressources humaines, peut-être faire des partenariats pour essayer de décider où et comment vraiment investir si on doit investir à l'extérieur. À propos de Sonatrach, on a envisagé un temps, c'était Nicolas Sarkozy, le candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, avait envisagé un partenariat possible entre Gaz de France et Sonatrach. Ça ne s'est pas fait puisque finalement Gaz de France a rejoint Suez. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres partenariats avec des géants de l'énergie européenne ? Moi, je pense que si, mais ça dépendra un peu des intérêts, de la complémentarité des objectifs de chacun des groupes. Si on a des objectifs divergents, on ne peut pas quand même faire des partenariats. Il faut que les deux groupes se complètent. Vous pensez à quel partenaire ? Bon, nous avons déjà un partenariat avec Statoil actuellement, donc qui marche très bien. Avec Total, nous avons des partenariats dans la pétrochimie en particulier. Et nous voudrions bien sûr développer des partenariats avec Gaz de France, autres que les partenaires que nous avons actuellement. Nous avons actuellement, avec Gaz de France, nous avons créé une société MedLNG qui fait du trading, etc. Maintenant, les fusions, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, et la difficulté réside qui décide quoi et comment. C'est ça la difficulté. Mais vous les Algériens, entre guillemets, et vous, monsieur le ministre, vous seriez favorable à une fusion avec Gaz de France ? Fusion, ça paraît difficile. Mais des partenariats, je pense qu'on peut les développer. D'ailleurs, on les a développés avec d'autres groupes. Très bien. C'est plus facile à réaliser.
Je vous propose d'écouter une question webcam, comme l'on dit, qui nous vient donc de l'extérieur. Une question d'Alain Bazot, qui est de l'Union UFC, représentant des consommateurs, et qui concerne le rôle de l'OPEP. Monsieur Kellil, en tant qu'association de consommateurs, une de nos vocations est de lutter contre les cartels des producteurs qui s'entendent sur les prix au détriment des consommateurs. Et de tels comportements sont sanctionnés par les autorités nationales, voire internationales, européennes par exemple. Or, il y a ceci d'extraordinaire, c'est que l'OPEP est un cartel tout à fait officiel et qui détermine les prix après une entente. Compte tenu du contexte de fortes tensions sur les prix et qui pénalise les consommateurs, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de reconsidérer cette façon de former les prix du pétrole dans le monde et en Europe en particulier? Bon, premièrement, l'OPEP n'est pas un cartel. Tout d'abord, les pays de l'OPEP ne contrôlent que 40% de la production globale du pétrole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le but de l'OPEP n'est pas de contrôler les prix, mais de satisfaire le marché quand il y a une demande. Donc, quand les autres pays n'ont pas la possibilité de satisfaire la demande, l'OPEP vient toujours à la rescousse et satisfait la demande. Donc, l'objectif de l'OPEP, c'est pas de contrôler les prix. J'ai expliqué cela tout à l'heure. Avec la perte de 4 millions de barils, on aurait pu aussi chercher des prix et non de couvrir la production. Il y a eu le problème de Catarina et j'ai expliqué tout à l'heure que les prix élevés que nous avons aujourd'hui ne sont pas dus à un manque de pétrole, mais beaucoup plus à des problèmes liés à la crise économique aux États-Unis. Maintenant, si vous tenez compte des revenus des pays membres de l'OPEP par rapport aux revenus des pays consommateurs, vous allez voir que les pays consommateurs perçoivent 4 fois plus les revenus des pays producteurs à travers les taxes. Donc pourquoi est-ce que les pays consommateurs ne pourraient pas, à travers des subventions ciblées, et comme d'ailleurs le préconise l'Union européenne, de satisfaire les besoins, du moins durant une période où les prix seront très élevés. Dans tous les cas de figure, les prix sont déterminés par le marché. Donc vous avez un marché ouvert, transparent, où il y a une libre offre et demande sur le marché, et les prix qui sont fixés par cette libre activité de ce marché-là. Mais ce que disent les consommateurs, eux, les pays consommateurs, c'est qu'en baissant les taxes, ça inciterait tout simplement les producteurs à continuer à relever leurs prix. Et encore une fois, ils citent l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a relevé la production pour dire, vous voyez bien, finalement, il y a une demande qui est insatisfaite et qui ne demande qu'à être satisfaite par ces augmentations de production. Non, mais ça c'est à long terme, bien sûr. C'est-à-dire que tout de suite, on ne verra pas vraiment un impact sur la diminution. Bon, je ne parle pas de la diminution des taxes, je parle du transfert de la rente à travers le Trésor, par exemple, de la France, de cibler, par exemple, les consommateurs, c'est les pêcheurs qui ont besoin de subventions, on cible les gens les plus défavorisés. Donc, je ne parle pas d'une baisse du prix lui-même. Donc, on n'a pas vraiment d'impact sur la consommation du pays. Mais d'un autre côté, je dirais que l'objectif de l'OPEP, ce n'est pas les prix de nouveau. Donc, ce n'est pas une question de relever ou de baisser pour manipuler les prix. On l'a jamais fait, on le fera jamais. D'ailleurs, je vous donne l'argument, quand les prix sont descendus à $6 en 86, les pays consommateurs nous ont donné le même argument. Ils disent, messieurs, les producteurs, c'est le marché libre. On ne peut rien faire. Vous parliez des taxes avec une certaine justesse. D'ailleurs, elles comptent beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'idée de président Sarkozy de baisser la taxe sur la TVA, donc à l'échelle européenne, c'est une bonne idée ou pas? Moi, je pense que si je parle du point de vue du pays consommateur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de descendre les prix. Je parle des prix. Parce que descendre les prix... Sur la TVA. Bon, la TVA, je pense que... Même la TVA c'est une valeur, donc c'est une taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est ajouté au coût, aux autres taxes, etc. Donc ça forme le prix que paye le consommateur. C'est une bonne idée de la réduire, comme non, il le demande? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut garder les prix, mais il faut avoir un système de transfert de rente du Trésor vers les gens défavorisés ou bien vers les activités que vous voulez aider. Alors, vous parliez des gens défavorisés, parlons justement des routiers avec une question de l'un de leurs représentants qui parle, lui, de spéculation. Écoutons-le ensemble. Monsieur Kellil, bonjour. Tous les experts mondiaux s'accordent à dire aujourd'hui
que le prix du baril de pétrole est dû en grande partie à la spéculation mondiale. Ne craignez-vous pas qu'à moyen terme, cette spéculation qui entraîne un prix artificiellement trop élevé du pétrole et du carburant entraîne une déréglementation totale de l'économie et par conséquence une diminution drastique de vos recettes? Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Donc, nous avons déjà dit que les prix élevés ne sont ni de l'intérêt des consommateurs ni des producteurs, parce qu'à long terme, nous allons voir la demande de notre produit baisser. D'un autre côté, les pays consommateurs vont s'orienter vers les sources alternatives. Donc, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, le diagnostic lui-même, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que c'est le problème d'offre sur le marché qui est le problème des prix élevés. Ce que nous soutenons, c'est que ce sont la crise économique aux États-Unis qui a démarré le processus et ce sont les spéculateurs qui sont venus après pour faire augmenter les prix. Alors, vous parlez des États-Unis. Il y a des élections en novembre prochain. Entre John McCain, qui veut relancer la prospection pétrolière pour accroître les ressources des États-Unis, et Barack Obama, qui lui voudrait taxer les spéculateurs et mettre en place des systèmes de régulation, vous préférez finalement quelle politique? Pour l'OPEP, le meilleur candidat, c'est John McCain ou Barack Obama? Bon, je pense qu'il est tout à fait clair qu'aux États-Unis, ils ne pourront jamais vraiment obtenir la possibilité de faire de l'exploration offshore, parce qu'il y a vraiment des associations très puissantes. D'ailleurs, c'était un des arguments durant la conférence de Jeddah. On dit, bon, vous voulez que nos pays ouvrent leurs portes à l'investissement, mais chez vous, vous fermez les portes. On ne peut pas faire l'exploration en Alaska, on ne peut pas faire l'exploration en Floride, et vous nous demandez à nous d'ouvrir les portes ouvertes à ces compagnies. Donc, moi, je pense que toujours les États-Unis, durant toutes les élections, ont toujours eu ce débat. Et ça va toujours se terminer par un projet, indépendance, et qui ne sera pas réalisé. Et ils vont continuer dans la même ligne. Donc ça va être très, très difficile. McCain et Obama, c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Ouais, je pense qu'ils ne vont pas vraiment être capables vraiment de faire une politique d'une vraie indépendance énergétique aux États-Unis, parce que ça demande des choix très très durs pour les consommateurs, et les choix se reflèteront sur les élections. Donc ils ne feront pas ces choix-là. Une question fondamentale, c'est celle des réserves de pétrole. Combien reste-t-il de pétrole sur la planète? Quand va-t-on attendre ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire le moment où les réserves vont continuer à baisser? Quelle est votre prévision à vous? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'on a raison de redouter la fin du pétrole? Bon, comme vous savez, ce n'est pas nouveau, ce débat. Le débat a eu lieu dans les années 70, et malheureusement, ça arrive chaque fois que les prix du pétrole augmentent. On n'en parle jamais quand les prix sont à $6 et $8. On ne parle jamais du pic. Donc, ce que je dirais, je vous donne un exemple très simple. En 71, on avait parlé de ce pic. Et en Algérie, on avait prévu que l'Algérie n'aura plus de réserves de pétrole dans 20 ans, c'est-à-dire en 90-95. Or, aujourd'hui, 2008, l'Algérie a les mêmes réserves, niveau de réserve, qu'en 71. Ça veut dire qu'on a consommé, on a exporté des quantités énormes de 10 millions de barils, et on se retrouve avec les mêmes réserves. Eh bien, la clé et la solution, c'est la technologie, et c'est bien sûr les prix du pétrole. Quand vous avez des prix à $130, vous avez les États-Unis maintenant qui augmentent leur production de pétrole. C'est l'un des pays qui produit le plus. Alors vos prévisions à vous? Bon, mes prévisions, c'est qu'on aura encore beaucoup de pétrole. Il y a suffisamment de pétrole encore pour, je dirais, les 50 prochaines années. Il n'y aura aucun problème. Et je pense que l'OPEP a fait des démonstrations, a fait des projections. Il faut aussi dire que en termes de demande, il y a aussi l'augmentation de la demande de charbon, par exemple. Vous avez l'augmentation du gaz. Donc, ce qui va arriver vraiment, ce n'est pas tellement un pic dans le pétrole. Il va arriver la chose qui est arrivée au charbon. C'est-à-dire, on a suffisamment de charbon maintenant pour 2000 ans ou je ne sais pas combien, mais l'utilisation du charbon en pourcentage est beaucoup moindre parce que le charbon est plus, disons, difficile en termes environnementaux, etc. Donc, on verra le même phénomène pour le pétrole. Probablement, en termes de pourcentage, il va diminuer, mais en termes de valeur absolue, il va continuer d'augmenter sensiblement. Vous craignez cette évolution, cette mauvaise image du pétrole et cette recherche d'énergie alternative?
Non, pas du tout, parce que nous travaillons en collaboration avec, bien sûr, l'Union européenne, avec l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, d'abord sur les problèmes de transparence qui est d'abord beaucoup plus alarmiste dans ses prévisions, oui, sur les réserves. Donc là, sur la transparence, et nous travaillons justement sur la séquestration de carbone, etc. Je vous dirais que l'Algérie, c'est un des pionniers dans la séquestration du carbone. Monsieur Bourlot, quand il est venu en Algérie, il a visité donc le champ d'In Salah où on a fait la première expérience d'extraction du gaz carbonique du gaz et son injection dans le souterrain. C'est une technologie qui marche. On ne voit pas pourquoi on l'utilise pas. Des gaz polluants, donc on les élimine à la source. Ouais. C'est pas la peine d'attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. D'un mot pour conclure, Monsieur le Président, votre message aux consommateurs européens. Bon, je pense que ce n'est pas une crise énergétique auquel nous faisons face. Nous avons donc un problème des prix. Moi, je pense qu'il est lié à autre chose que l'offre et la demande. Donc, il y aura du pétrole, il y aura du gaz, il y aura du charbon pour satisfaire le besoin des consommateurs. Pas de panique. Il ne doit pas y avoir de panique. Je crois que les gouvernements doivent prendre des mesures pour traiter les problèmes des moins défavorisés, comme le font tout le monde, et passer le cap, parce que c'est un cap. Parce que, comme nous l'avons vu, disons précédemment, les prix peuvent augmenter aussi, mais ils peuvent aussi descendre énormément. Donc, il faut supposer que dans les 2 prochaines années, 3 prochaines années, les prix vont retomber à des niveaux acceptables. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'OPEP, ministre algérien de l'énergie et des mines. Merci à Raphaël Kahn également. Merci. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Talk de Paris. À très bientôt.